données semblent montrer un certain nombre de choses. Est-ce que vous, de votre vision de terrain, des entreprises de la Fédération des entreprises de l'eau, vous percevez la même chose? Donc réellement, pour nous, très, très, très important d'avoir ce pivot académique qu'est la chaire. Alors, pour entrer dans le détail, en effet, la FP2E, c'est la fédération qui regroupe les entreprises délégataires de services publics, les entreprises qui ont acquis la capacité, et vous en êtes des spécialistes, à gérer des services publics à travers des contrats. On peut les appeler de PPP. En France, on parle plutôt de contrats de concession, évidemment, dans un langage peut-être un peu plus restreint, des contrats de concession après mise en concurrence. Et donc, la FP2E regroupe la quasi-totalité de ces entreprises, que ce soit Veolia, Suez, SOR, la Sogedo, la Société des eaux de Findoise, qui est aujourd'hui d'ailleurs une filiale d'un grand groupe espagnol, Aqualter et d'autres. Alors nous, cette crise, c'est assez vrai, je trouve, ce que disait Stéphane en introduction. On l'a vécu de manière excessivement intense et comme vraiment une révélation, un agent révélateur en tout cas des organismes et de la performance des entreprises. C'est-à-dire que je crois que quand on est délégataire de service public, quand la vie est un long fleuve tranquille, le métier est moins passionnant. Et à l'inverse, cette crise qu'on a vécue, comme tout le secteur économique et comme tous les Français et une très large partie, vous le savez, du monde, a été très, très révélatrice à plein de sujets. D'abord, nous nous sommes attachés à la continuité de service public. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de débats là-dessus entre les entreprises de l'eau qui ont été de dire c'est un moment où on nous attend, où les Français nous attendent, mais les élus qui nous font confiance nous attendent. Il ne faut pas qu'on les déçoive. Premier élément. Et deuxième élément tout aussi fort, au même niveau, qui est il faut le faire en protégeant la santé de nos salariés. Et aujourd'hui, on a du recul finalement sur cette crise, mais on l'a tous vécu, hein, je veux dire en direct, avec les infos, etc. À l'époque, on n'en avait pas beaucoup, mais ce qui a été assez révélateur, je trouve, c'est que les entreprises de l'eau, elles, très tôt, en tout cas, on a, moi, presque de mon œil extérieur, j'ai très vite compris qu'elles avaient beaucoup de capacités d'adaptation et beaucoup de capacités d'expertise. C'est-à-dire que les sujets qu'on se posait le matin, pratiquement, on avait la réponse dans la journée. Et on était entouré de gens, et ce n'est pas leur jeter la pierre que de le dire, qui étaient dans beaucoup plus d'incertitudes. Euh, le fait est que tout a été graduel, c'est-à-dire on a commencé par se dire, bon, il y a le Covid, d'abord, en effet, comment on continue à assurer les missions essentielles? Quelles sont-elles? On y répond assez rapidement, on se dit, les missions essentielles, c'est d'apporter de l'eau 24 heures sur 24 à tous les Français qui sont en contrat, ou en tout cas qui bénéficient d'un contrat de délégation de service public. Pour les entreprises de l'eau que je représente, ça représente les 2 tiers des Français. Et puis, il faut qu'on assainisse les eaux usées pour la moitié d'entre eux. Alors, premier élément, est arrivé tout d'abord le sujet du Covid et des eaux usées. Et nous, comme on sait que évidemment on peut retrouver des éléments pathogènes dans les eaux usées, dans les boues de stations d'épuration, notre premier réflexe à partir du moment où on a clairement identifié avec les experts que le SARS-CoV-2 était quand même un virus plutôt fragile, très contagieux et plutôt fragile, on s'est dit que les mêmes mesures de sécurité du personnel devaient être appliquées, celles que nous avons décrites assez largement. Il y a même un manuel de la FP2E qui est distribué à tous les salariés des entreprises de l'eau quand ils rentrent dans le métier, pour dire quels sont les gestes barrières, quels sont les ports d'équipement individuels. Et donc, on s'est dit, première analyse, il n'y a pas besoin de suréquipement. Il y a juste besoin de faire les choses très correctement et très rigoureusement. Comme souvent, et ça, c'est pas, je dirais, un scoop des entreprises de l'eau, on le sait sur les chantiers de BTP ou ailleurs, il y a toujours un tout petit peu de relâchement et la sécurité et l'hygiène des salariés, c'est toujours de répéter tout le temps ce qu'il faut faire. Et donc là, on l'a répété. Et puis, on s'est vite retrouvé confronté à un sujet, comme beaucoup d'autres métiers, qui ont été comment on fait pour réapprovisionner nos stocks d'équipements de sécurité et notamment des masques.
masques FFP2, masques chirurgicaux, parce que lorsque vous avez des salariés qui gèrent des stations d'épuration, ils peuvent être exposés à des aérosols et donc il convenait de les protéger. Et puis là, les choses se sont un peu bousculées parce que, évidemment, grande tension sur les marchés mondiaux des masques, réquisition de l'État d'un certain nombre de masques, on s'est vite retrouvé dans des situations difficiles où on avait du mal à réapprovisionner. Là, la solidarité au niveau du secteur, elle a parfaitement fonctionné. Elle a parfaitement fonctionné parce qu'on était très alignés et en lien avec Bercy, notamment via notre filière industrielle, très proche de la direction de l'eau et de la biodiversité, de Madame Vargon, la secrétaire d'État, de Madame Borne, la ministre. Et je continue, pardonnez-moi, je crois qu'on a été coupé, mais on a été repéré comme étant un des métiers à sécuriser en termes de protection, à tel point qu'à un moment donné, on était en risque pour une semaine d'approvisionnement de masques et que l'État nous a permis d'aller chercher dans son stock stratégique 80 000 masques dont on a assuré la logistique au niveau de la FP2E et au niveau de nos entreprises de l'eau plus précisément, pour après d'ailleurs jouer de la solidarité, je dirais, de mise à disposition auprès de nos collègues des régies. C'est d'ailleurs un autre phénomène qui était que, avec nos collègues, et on peut notamment citer la FNCCR, on était très étroitement liés dans les combats du moment qui étaient d'assurer la qualité de l'eau de tous les Français, avec peut-être un avantage, j'aurais envie de le penser, aux entreprises privées qui elles, ont quand même une capacité à la fois de mutualisation, mais aussi d'identifier les problèmes et par exemple de mesurer le nombre de stocks nécessaires en termes de masques de protection. Très rapidement, nous, on a dit, ben voilà, nous, en gros, une semaine, il nous faut à peu près 40 000 masques pour chaque semaine écoulée. Et si on a passé 40 000 masques, on va être mis en risque parce qu'il y a toujours le risque du droit de retrait du salarié, comme vous le savez, c'est ce qui pesait. Et nos collègues des régies, naturellement, parce qu'il y en a tellement en France, avaient évidemment du mal, eux, à quantifier ce que c'était. Et donc, ils sont d'ailleurs calés sur nos chiffres en disant, bah, nous, c'est comme la FP2E, c'est pas mieux. Ça, c'était une grande leçon. Leçon aussi en termes de, je vous ai parlé des bouts de stations d'épuration, c'est qu'à un moment donné, vous l'avez peut-être lu, vous l'avez peut-être entendu, il y a eu un sujet qui a été de dire, bah voilà, il y a deux types de bouts de stations d'épuration. Il y a celles qui sont hygiénisées et on peut continuer à les épandre, et c'est le cas aussi du compost, et puis celles qui ne le sont pas, et là on ne peut plus, a dit l'ANSES, saisi en ce qu'elle était par le ministère de l'Agriculture. Et donc là, on s'est retrouvé avec un problème qui était de dire, bah oui, mais que va-t-on faire de ces bouts de stations d'épuration? Et est-ce que tout ça ne va pas enrayer la belle mécanique des services essentiels que nous souhaitions rendre pendant la crise? Bon, là aussi, grande capacité de réaction. Tout de suite, on s'est dit, il faut qu'on fasse, qu'on référence tous les cas où on peut aller déporter des bouts de stations d'épuration sur des équipements qui permettent de les hygiéniser, là où on peut les stocker, et puis surtout, commençons les recherches pour voir à partir de quel moment on peut déclarer l'innocuité de la boue. Et là encore, partenariat avec le public et avec les labos publics pour définir ça. Stéphane, tu le disais en intro, moi, une des leçons, c'est que quand même, avec toutes ces années de pratique du PPP, de la pratique des relations entre collectivités, État, entreprises de l'eau, on a eu un niveau d'efficacité assez fort, voire très fort, parce qu'on était habitué à travailler ensemble. Et ce qui se dit, vous pourrez le vérifier ou pas, mais que dans le milieu médical, un des problèmes a été finalement le manque d'habitude de l'État, des autorités publiques sanitaires de travailler avec les cliniques privées. Et que donc on a eu des cas où il y avait des lits qui étaient ouverts dans des cliniques privées en Alsace, et puis on allait envoyer les malades à Brest ou en Bretagne parce qu'on avait le réflexe plutôt de la mutualisation entre publics. Et là, vraiment, je trouve que c'est un des grands atouts qui est cette gestion de crise. À partir du moment où on a des années d'habitude, et vous savez qu'il y a un siècle et demi finalement presque d'exercice de la concession en France, ça a été un outil de grande efficacité. Alors, une fois qu'on a mis en place les services essentiels, beaucoup de discussions avec l'État et avec la direction de l'eau et de la biodiversité pour remettre à niveau toutes les règles, je dirais, administratives et en termes de qualité d'eau et autres.
Et puis est apparu d'autres sujets. Est apparu évidemment, par exemple, le sujet de y a-t-il du Covid dans l'eau du robinet? Alors nous, ça ne nous a pas pris longtemps. C'est-à-dire que vraiment, notre réponse a été instantanée. À te dire non, il n'y en a pas, on en est certain, parce qu'à partir du moment où on a des barrières de traitement, à partir du moment où on chlore l'eau, et il n'y a pas besoin de la chlorer plus qu'avant d'ailleurs, à partir du moment où on a du charbon actif, etc., de l'ozonation, les virus ne survivent pas. Et c'est donc ce qu'on sait faire depuis des années. Et donc là, on est formel. C'était intéressant parce que au même moment, les gens hésitaient un peu. C'est-à-dire que les polices des eaux étaient un peu hésitants et puis surtout avaient du mal à prendre la parole. Et donc, ça a été une opportunité pour la fédération de prendre la parole dans tous les médias, hein, que ce soit les journaux, à la télé, etc., pour rassurer. Et c'était un moment où on avait besoin de rassurer. Et donc, c'était un moment où la parole des entreprises de l'eau et de la fédération était très forte. Je note d'ailleurs que dans les gens qui font les bilans de la crise, ils relèvent que justement ces fédérations, ce n'est pas que le cas de l'eau, hein, dans toutes les fédérations, elles ont eu un rôle vraiment pivot à jouer entre l'État et les entreprises et que ça les a quelque part remis sur le devant de la scène et je pense que c'est une bonne chose. Dans le domaine de l'eau, on a des très grandes entreprises, très connues, très performantes. On n'a pas vraiment besoin de ça. La fédération, la FP2E, est une petite fédération mais très reconnue. Mais néanmoins, c'est vrai que ça nous a renforcés. Et puis après est venu autre chose, est venu le sujet de ben, est-ce que, et là c'était suite à des analyses qu'avait menées Haute-Paris, Haute-Paris, vous l'avez vu peut-être, a relevé qu'il y avait des traces de Covid dans les eaux brutes, ce qu'on appelle les eaux brutes, les eaux des fleuves, etc., qui étaient utilisées, pardon, ce qui est une originalité parisienne, pour nettoyer les rues. Et tout d'un coup, il y a eu un truc qui est, ah oui, bah, il y a du Covid dans l'eau. Alors là, on a remis une couche pour savoir si c'était dans l'eau du robinet. Mais nous, là encore, très, très, très rapidement, grâce à nos entreprises qui ont une expertise technique. Désolé pour mon cher Stéphane, je m'éloigne un peu des slides, mais euh, ces entreprises, avec leurs expertises techniques, avec leur connaissance mondiale du sujet, l'AFP2E, son cousin du Centre d'information sur l'eau, avec un médecin qui traite de tous ces sujets de eau et santé, on a été très rapidement à l'aise sur le sujet en disant, attendez, non, il y a des traces, et de toute façon, c'est naturel, puisque à partir du moment où des zones de population sont infectées, on va retrouver des traces de génome dans les eaux usées, on va retrouver dans les bouts de stations d'épuration, on peut en retrouver dans les milieux naturels dans lesquels on rejette, mais ce n'est pas le virus actif, donc il n'y a pas de risque. Et là, ça a été aussi un moment intéressant. Et puis, au bout de la chaîne, on en arrive aujourd'hui à se dire deux choses, à se dire, bah, finalement, les stations d'épuration, ça peut constituer aussi des sentinelles de détection de la contamination d'une population. Et finalement, on en arrive à être capable à détecter une éventuelle par exemple, reprise du Covid avant même que les symptômes n'arrivent chez les patients, avant même que les patients ne se présentent à l'hôpital ou appellent leur médecin. Et donc ça, pour nous, c'est un axe de recherche très intéressant qui est de dire, c'est le projet qu'on appelait Aubépine, de se dire bah, peut-être que demain, quand l'État va être très en veille sur les moindres signaux qui vont arriver de reprise ou non du Covid, et bien à ce moment-là, nous, on sera capable bien en amont de leur dire, ah, attendez, à tel endroit, on en a repéré, et donc c'est telle zone épuratoire, et donc c'est dans telle ville ou dans telle zone, dans tel agglo qu'on peut en retrouver. Et puis, ce qui nous arrive demain, c'est aussi la qualité des eaux de baignade. Qualité des eaux de baignade, est-ce qu'on pourra se baigner demain parfaitement en France? Et là, encore, analyse assez rapide de notre part, c'est intéressant parce qu'il y avait un courant d'idées qui était de dire, bon, bah alors, surtout, il ne faut plus du tout de virus, il faut désinfecter les eaux usées. Nous, on a analysé en se disant non, on n'a pas à désinfecter les eaux usées. Des virus, on vit avec, on en a partout, on peut en retrouver dans les eaux de baignade. Mais ce qui est important, c'est d'analyser les milieux, et notamment les milieux en fonction des risques. Et là où les personnes vont aller se baigner, on doit avoir des surveillances accrues. Et on y travaille d'ailleurs avec des associations d'élus parce qu'avec elles, on a développé des standards de certification de qualité des eaux de baignade pour être capable, le matin même, d'aller analyser les eaux et de faire de la communication, voire de fermer les plages en cas de problème, pour que les baigneurs puissent se baigner en toute sécurité. Voilà. Donc ça montre que par ce biais-là de l'eau, on arrive à faire énormément de choses. Avant de conclure, enfin sauf si Stéphane me dit qu'il faut que je prolonge un peu,
Ce qui va se produire maintenant, c'est la relance et le plan de reprise. Alors, plan de reprise, plan de relance, ce matin, j'entendais Antoine Frérot qui disait très justement, il disait, bah, finalement, il y a eu la crise sanitaire, il y a la crise économique qui va arriver, on en a tous peur et on le sait, va y avoir une crise sociale et puis il y aura peut-être demain d'ailleurs une crise politique. Donc pour nous, ce qui est fondamental, c'est de faire redémarrer la machine, de redémarrer la machine au-delà de nos exploitations. Ça veut dire relancer les démarches de réinvestissement dans le domaine de l'eau. Avant même la crise Covid, on avait analysé qu'il manquait à peu près 2 milliards d'euros d'investissement en France pour maintenir à niveau des installations, les canalisations, pour remonter le niveau de qualité d'un certain nombre de services, réduire les pertes, rendre les services plus sobres. Aujourd'hui, on est dans une panne de l'investissement parce que il y a deux phénomènes. Il y a, tout le monde s'est un peu figé, et puis il y a le phénomène des élections municipales qui fait que les exécutifs locaux ne sont pas encore formés. Et donc, nous, on pousse beaucoup sur ce plan de reprise, plan de relance, en disant il faut évidemment réinvestir sur sur l'eau. Il faut que les maîtrises d'ouvrage se reforment et qu'on les aide. Réinvestir sur la crise, c'est à la fois réinvestir sur les crises sanitaires potentielles. On peut penser à la remise à niveau d'un certain nombre de services d'assainissement par rapport, justement, on en parlait, à l'hygiénisation des boues. Mais c'est aussi réinvestir par rapport aux crises environnementales futures. La sécheresse est là, elle va être là demain. Même si on a eu un automne pluvieux, on sait bien qu'il pleut très peu en ce moment et qu'on a frôlé la catastrophe l'année dernière en termes d'alimentation en eau potable dans un certain nombre de zones, plutôt des villes petites ou moyennes, ou très rurales, mais quand même, il y a un besoin de renforcer la sécurité d'alimentation en eau. Et c'est pour ça que nous, on a proposé un fonds qui s'appelle le fonds Aquae, qu'on a appelé le fonds Aquae, qui est le fonds d'amélioration de la qualité de l'assainissement et de l'eau, qui aurait pour objet, en lien avec les agences de l'eau, très étroit, parce que les agences de l'eau sont des acteurs fondamentaux et des acteurs qu'il ne faut pas dessaisir de ces sujets de réinvestissement et qui sont au plus proche du terrain, d'être capable d'avoir un fonds qui permettrait de capter un certain nombre de fonds européens ou de fonds nationaux de relance. Mais avec quand même une ambiguïté, il faut le dire, qui est qu'aujourd'hui, les agences de l'eau ont de l'argent parce que la machine à récupérer des redevances a continué, en bonne partie grâce à nous, puisqu'on facture à peu près les 2 tiers des Français et on a reversé. Mais par contre, les projets sont en panne. Donc, on a quand même cette difficulté dans ce domaine qui est qu'il y a des besoins d'investissement très forts, il y a un besoin de relance et il y a une petite machine qui se grippe en ce moment avec la conjonction entre les élections municipales, les investissements qui ne sont pas relancés. Voilà. Je ne sais pas si Stéphane, tu veux que je complète un peu plus sur les sujets de partenariat public-privé ou de concession, ou si vous voulez qu'on le réserve un peu plus aux questions. Non, non, moi ça me va très bien comme ça. Je pense qu'on peut ouvrir la discussion. Moi de mon côté, j'ai deux questions essentiellement concernant ta présentation. Et ensuite on ouvre la discussion aux participants. La première question qui me vient à l'esprit, c'est quid de l'équilibre financier des contrats? Est-ce qu'on peut s'attendre à des renégociations fréquentes du fait qu'il y a probablement eu une baisse des consommations d'eau, due notamment à la baisse de l'activité industrielle, j'imagine, et donc des pertes de revenus pour les collectivités, mais aussi pour les opérateurs. Donc, je ne sais pas comment vous allez gérer ça dans un avenir proche, même si c'est pas forcément enfin, je ne sais pas si c'est la priorité du moment ou pas, mais en tout cas, je m'interroge sur cette question-là. Et j'ai une autre question plus en creux par rapport à ce que tu as dit. Je me demandais si, de ce que tu as dit, on pouvait conclure qu'on pouvait s'attendre à un partage du risque différent entre les collectivités et les opérateurs. Dans l'avenir, on observe ces dernières années qu'il y a une reprise en main des services d'eau par les collectivités locales, il y a des remunicipalisations. Dans les contrats qui sont renouvelés, il y a un partage du risque qui évolue avec des contrats de plus court terme, avec une partie du prix de l'eau qui va de plus en plus vers les collectivités, de moins en moins vers les opérateurs. Est-ce que cette crise qui a pu mettre en évidence, comme tu le dis, le fait que les opérateurs avaient des compétences, des moyens de réactivité, mutualisaient les infrastructures et les compétences de manière plus générale. Est-ce que ça peut remettre en cause le partage du risque entre collectivités et opérateurs et peut-être
voir un retour, peut-être pas des DSP, mais en tout cas du partage du risque dans les DSP. Je ne sais pas si ma question est super claire, mais en tout cas, c'est la Et question. elle est complètement, Stéphane. Alors, bon, d'abord, il y a peut-être un état des lieux à faire qui est de dire, oui, alors ça donne quoi en termes d'économie? Alors, bon, nous, FP2E, on ne se substitue pas à nos entreprises, c'est-à-dire que quand on parle un peu, pardonnez-moi ce terme un peu trivial, quand ça parle business, on les laisse volontiers parce que le rôle d'une fédération est aussi d'être prudente sur ces sujets qui sont des sujets, je dirais, concurrentiels. Mais néanmoins, je peux tout à fait répondre. Euh, alors, d'abord, les baisses d'activité, elles sont évidemment très variables d'un territoire à l'autre. Très variables d'un territoire à l'autre. On a pu constater, alors certains patrons d'entreprises de l'eau ont annoncé, on dit, bah, nous, en gros, les volumes vendus, ça fait peut-être moins 5% en France parce qu'il y a un effet très clair de l'économie qui est complètement à l'arrêt. Et là, les activités économiques qui ne consomment plus d'eau. Mais à l'inverse, en plus avec, vous l'avez tous vécu, je pense, la période de confinement très ensoleillée que nous avons eue, il y a un effet climatique qui fait que les gens ont consommé plus d'eau, sont allés parfois dans leur maison de campagne. Il y avait des cartos assez intéressantes d'ailleurs sur la ville de Paris là, qui montraient des baisses de consommation assez significatives. Et donc ça, plus évidemment les gestes barrières, dont le lavage des mains, etc., a fait que ça a été un peu compensé. Mais globalement, il est vrai que perdre 5 points de recettes, pratiquement, hein, à peu de choses près, pour des entreprises de l'eau sur un phénomène comme ça, c'est quand même excessivement pénalisant parce que vous qui observez les contrats de délégation de service public ou peut-être les résultats d'entreprise, vous le savez, on est dans ces métiers-là, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs de concessions de services, en tout cas, peut-être que c'est un peu différent dans la construction, mais dans des niveaux de résultats qui sont assez faibles. Et donc, tout d'un coup, paf, on perd tout ou même plus de la rentabilité d'un contrat. Donc, ça peut amener… Alors, premier élément, il y a des raisons quand même très objectives pour des entreprises d'aller voir les collectivités pour leur faire valoir les surcoûts qui sont nés de la gestion de la crise Covid. Il est très clair que le domaine des boues, et c'est une reconnaissance européenne, enfin les autres pays européens ont été concernés aussi, et je dois dire, je le dis pour ne pas l'oublier, pendant la crise, on avait énormément de coups de fil de pays, de responsables d'entreprises de l'eau ou de services d'eau étrangers qui arrivaient soit à la FP2E, soit dans nos entreprises pour nous demander comment on allait gérer tel ou tel sujet. Et moi, ça m'a fait assez plaisir parce qu'on fait partie d'un réseau européen qui s'appelle Euro. C'est la fédération des opérateurs publics et privés de l'eau. Et ça m'a fait plaisir de ressentir ça, ce qu'on peut ressentir parfois sur des forums internationaux, qui est que la France est quand même, si on l'avait oublié, une référence mondiale en matière de gestion de l'eau. Donc, c'est sûr que avoir des assiettes qui baissent, se dire que cet été, on va avoir moins de tourisme, et les touristes étrangers vraisemblablement beaucoup moins importants, avoir des contraintes de gestion, alors soit immédiates, comme réussir à stocker des boues, à les choler, à les transporter, bon, soit plus indirectes, comme tout ce qui touche à l'hygiène, et à l'hygiène mais ça c'est vrai dans nos métiers, c'est vrai dans tous les métiers. Je veux dire, on perd énormément en productivité quand une personne va sur le terrain et passe je dirais 20 minutes le matin à désinfecter sa camionnette avant de retrouver son collègue, à se laver les mains, etc., etc., etc. Ça pèse pas mal. Donc, moi, je trouve qu'il y aura certainement, mais c'est de l'initiative c'est de leur liberté complète, hein, de bonnes raisons d'aller revoir les collectivités, ne serait-ce que sur des clauses de toute façon contractuelles un peu évidentes, hein, comme des changements globaux de réglementation. Quand l'ANSES dit des choses, c'est de la pseudo-réglementation. Et puis, de toute façon, après, c'est traduit par la direction de l'eau et de la biodiversité. Quand elle dit vous ne pouvez plus épandre les boues, peut-être demain, il faudra les incinérer. Il y a des raisons objectives. Et je pense que je ne suis pas un grand juriste, hein, donc me pardonnerez, mais évidemment que ça a un caractère de force majeure. C'est-à-dire que c'était difficilement, enfin franchement, là, on le sait tous, c'était difficilement envisageable avant la crise. On avait du mal à le prédire, ça s'imposait à nous, c'est extérieur. Bon, donc il y a quand même des éléments qui permettent de le faire. Je pense que les entreprises de l'eau auront à cœur, c'est leur culture, je veux le croire, de le faire en bonne intelligence avec les collectivités,
On n'est pas sur des… Je ne sais pas si c'est officiel ou pas, mais je vois des professions qui disent: ah bah tiens, on va en profiter pour prolonger tous nos contrats. Bon, je ne pense pas. Enfin, il faudrait avoir des échos du terrain, mais qu'on soit sur sur je dirais des approches qui soient de ce niveau-là. Mais à l'inverse, réussir à rééquilibrer à un moment donné des contrats, ça semble assez naturel. Et de toute façon, ces surcoûts qui s'appliquent aux opérateurs privés, ils s'appliquent presque encore plus aux opérateurs publics. Et les opérateurs publics, par exemple, ils ont une demande qui est assez intéressante, qui est de dire bah, il faudrait presque qu'on décloisonne momentanément. Vous savez qu'il y a le principe un peu de l'eau paye l'eau, il y a le fait que les budgets sont séparés et que donc le budget annexe de l'eau doit être alimenté globalement par les factures d'eau, de dire bah, il faudrait qu'on décloisonne un peu pour aller trouver des financements extérieurs pour pouvoir financer des surcoûts. Et les agences de l'eau le prennent en compte. C'est-à-dire les agences de l'eau ont des plans spécifiques pour aider les opérateurs à supporter cette crise. Donc voilà. Alors après, le partage de risques, bah, je crois, je le disais en amont, presque la pire des choses dans un contrat de DSP, c'est quand il ne se passe rien. Hein. Je veux dire, c'est un peu… là, il se passe des choses. Les collectivités, elles voient ce qu'apporte la mutualisation des services. Elles voient ce qu'apporte la digitalisation des services, qui a été le grand mouvement des 5 dernières années. Être capable de gérer des services de manière digitalisée, avec des process qui offrent de la productivité, tout en gardant du personnel sur le terrain. Quand on parle d'éviter des contacts d'homme à homme, c'est sûr que quand vous dématérialisez un certain nombre de services, on est en plein dedans. Alors, il ne faut pas que ça coupe les agents du terrain, mais néanmoins, c'est quand même très efficace en termes de gestion de crise. Donc, moi, je crois qu'en tout cas, oui, il y a un bel avenir pour la DSP. Avant de laisser la parole, moi, j'ai envie de dire, pardonne-moi, cher Stéphane, mais pour provoquer un peu, il faut peut-être arrêter avec le truc qu'on entend depuis 10 ans qui dit la reprise en main des services d'eau par les collectivités. En tout cas, je veux dire, ça fait belle lurette que les élus sont aux commandes. Et la tendance aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres, hein, mais je vois passer pas mal de trucs, c'est quand même beaucoup de passages de régie à DSP. Notamment à l'occasion des intercos et autres. Hein. On en voit beaucoup. Hein. Donc, je pense que si on croit dans les systèmes d'information publics, un jour, on ne va pas tarder à le voir apparaître dans les résultats, je pense, notamment du CISPEA. Merci beaucoup pour ces réponses, Tristan. Je vais laisser la main à Maria qui a dû collecter quelques questions de nos intervenants. Si vous voulez prendre la parole directement, n'hésitez pas, plutôt que de les poser par écrit, c'est peut-être plus sympa et plus interactif de les poser en activant votre micro, ce que peut faire Maria à distance si vous le lui demandez. Donc Maria, peut-être que tu peux commencer par les quelques questions écrites que tu as sélectionnées. Effectivement, on en a reçu un certain nombre. Alors, je vous en propose deux ou trois. Il y a une question enfin une question qui est posée sur pour savoir si en fait les opérateurs privés, dans quelle mesure est-ce que vous avez pu obtenir de l'information, éventuellement peut-être des données sur la situation Covid, la nature de la crise, la nature de la menace que représente ou que représentait, je ne sais pas comment il faut en parler, le Covid. Est-ce que vous avez pu trouver des informations notamment auprès de réseaux internationaux, qu'il s'agisse de l'OMS ou de ces grandes organisations ou auprès d'interlocuteurs et d'institutions nationales? Donc, quelle a été votre source d'information sur la nature du risque et la nature de ce virus? Il y a une deuxième question, mais à laquelle semble-t-il, Tristan, tu as déjà répondu en partie. Je la pose quand même pour rendre justice à notre participant qui a posé la question. Donc, il s'agit de savoir si, en fait, les réactions des différents opérateurs, est-ce qu'elles ont été à peu près les mêmes suivant les différents territoires, puisqu'évidemment, la France n'a pas été touchée par le virus de façon uniforme. Donc, est-ce qu'il y a eu des réactions différenciées donc suivant les territoires, donc de la part des opérateurs? Et alors, je livre également les sigles qui ont été mis dans les questions, et je ne suis pas capable
de définir les sigles, mais donc je livre les sigles tels qu'ils sont. Y a-t-il eu des ajustements dans les PCA, dans la dynamique des PRA? Donc j'espère que c'est limpide pour toi. Dans la mise en place et le ressenti des mesures sanitaires. Hein? Voilà. Et la dernière question que j'ai pu noter, c'est que tu nous dises, si c'est possible, si tu as, par exemple, assez à la fois d'informations et de recul pour comparer dans certaines villes, donc dans des cas particuliers dont tu aurais connaissance, pour comparer la gestion de cette crise par des opérateurs privés, donc par des villes qui ont confié à des opérateurs privés la gestion de leurs services d'eau, comparativement à des villes qui ont gardé la gestion directe de leur service d'eau, donc une comparaison régie DSP par rapport à la gestion de crise. D'accord. C'est des questions très intéressantes. Merci Maria. Alors, comment est-ce qu'on a obtenu des informations? Alors, c'est vrai que il y a un niveau quand même déjà d'expertise sur ces sujets qui a existé à l'origine dans les entreprises. C'est-à-dire que tout de suite, les gens ont dit ah bah ça ressemble au SARS qu'on a connu en Asie. On a connu les mêmes choses aux États-Unis sous certains angles et on sait ceci, cela. Des choses on l'avait, je dirais, un peu sur étagère, cette connaissance-là, des choses qui sont apparues un peu plus tard dans les médias. D'autre part, je vous le disais, par exemple, c'est vrai que le Centre d'information sur l'eau, qui a un médecin, le docteur Beaulieu, qui a une vision très large de toutes les études épidémiologiques qui ont été faites, tout de suite, il était capable, et là, c'est un réseau interne qui nous alerte, de dire, bah, écoutez, dans tel tas, moi, enfin, je vous livre, je suis là pour vous dire les choses telles qu'elles sont passées, c'est intéressant. Hein. Moi, je ne connaissais pas. Donc, au bout d'un moment, on dit, bah, tiens, il y a France Inter qui veut t'interviewer, c'est le Covid et l'eau du robinet. Quand vous l'interrogez, tout de suite, vous avez le bon diagnostic et ce qu'il faut dire avec un très grand degré de certitude. Et donc, ça vous met dans une posture qui est très favorable. L'OMS a été évidemment, c'est des guidelines absolument indispensables et c'est quand même la source de tout, je trouve, en termes de sécurité sanitaire. Et donc, on s'y est référé. Et puis, pour vous décrire le dispositif, la direction de l'eau et de la biodiversité organisait tous les 2 jours au début des calls qui réunissaient à la fois des acteurs de la filière et la filière industrielle, dont les associations d'élus, mais aussi la Direction générale de la santé. Et donc, nous, on est en lien direct, évidemment, avec la Direction générale de la santé, qui est notre tutelle, on peut dire, en termes sanitaires, sur ces sujets-là. Donc, on était quand même assez armés. Après, il est clair qu'avoir des directions de la santé et de la sécurité au travail, ça aide aussi énormément. Là, au début, d'ailleurs, on a vu le cycle, hein, c'est qu'au début, la première semaine, on ne réunissait que ces gens-là. C'était la cellule de crise, c'était ça. C'est comment on assure la continuité des services tout en assurant la sécurité. Et donc, les grands groupes comme les plus petits, ils ont cet aspect-là. Il y a un autre sujet, je l'évoque, je bifurque un tout petit peu, mais que j'ai omis, c'est la sécurité d'approvisionnement, pas uniquement des masques, c'est-à-dire produits de traitement. Comment on fait pour s'assurer qu'il y ait des produits de traitement? Nous, on a fait des contributions là-dessus après crise pour dire, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de produits de traitement de l'eau qui sont en fait des sous-produits de l'industrie. Et il y avait un risque, il y aurait pu avoir un risque si ça perdurait, ces sous-produits de l'industrie étant complètement arrêtés, viennent à se tarir. Et donc, on est en train de réfléchir, de faire des propositions, notamment au Comité national de l'industrie, sur comment est-ce qu'on relocalise un certain nombre d'activités de la pétrochimie ou autre pour assurer une continuité aussi de ces services publics. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça décloisonne complètement le service public de l'eau. Et on sent que le service public de l'eau, il a besoin de l'industrie, il a besoin de l'agriculture et que c'est un de nos grands combats à la FP2E, de réussir à éviter de réfléchir en silo, mais grâce notamment aux filières, d'élargir un peu le champ. Alors après, les sigles un peu compliqués de PCR, de plan de continuité, de plan de reprise d'activité, ils ont été adaptés. Bon, je prends l'exemple Veolia qui a été intéressant parce que moi, je ne l'avais pas
quelque part vu venir, j'étais pas au courant, mais vraiment, Veolia a assez rapidement, et Antoine Frérot, communiqué sur la reprise d'activité et le fait qu'ils allaient tester tous leurs salariés avant de les faire reprendre. Et on était pratiquement, je pense, au 11 mai. Hein, donc, et je sais que ça a eu un écho très. Ça a été contesté d'ailleurs, mais ça a eu un écho aussi très favorable. Moi, je peux vous raconter, je veux dire, ma gardienne d'immeuble m'en a parlé en disant bah, c'est génial, vous travaillez dans l'eau, Veolia, ils font ci, ils font ça, parce que les salariés avaient besoin d'être rassurés. D'autres ont fait différemment, mais tout aussi efficacement, pour essayer de reprendre au plus tôt, avec des différences. Certains sont plus portés sur le télétravail que d'autres. Certains, j'imagine, hein, il y a peut-être des collègues des entreprises de l'eau qui pourraient témoigner, réfléchissent beaucoup plus à l'après en disant est-ce qu'on va continuer à travailler tous ensemble au même endroit, est-ce qu'on ne va pas être beaucoup plus mobile. Mais c'était déjà des mouvements qui étaient permis et enclenchés par la digitalisation des services. Donc oui, on a adapté en fonction de ces caractéristiques. Il est vrai que différence entre territoires, là, il y a un truc, moi, j'ai été marqué par une discussion qu'on a eue avec les collègues à la fois de la gestion publique et surtout de l'administration et locale. Au bout de 10-15 jours, je crois que c'était sur les bouts de stations d'épuration et ce genre de choses, et je me suis rendu compte que les gens témoignaient, ils étaient un peu paumés dans leur coin, quoi, hein. Ils disaient, ben, nous, on nous dit que, et quand est-ce qu'on aura les masques, combien il en faut, et finalement, il y avait une espèce comme on a pu le vivre à titre individuel, ou certains d'entre nous ont pu le vivre à titre individuel, une espèce de surenchère de la crainte. L'intérêt quand même d'entreprise, c'est que ça réassure et ça rassure les salariés. C'est-à-dire que globalement, même si vous êtes à Strasbourg ou dans l'Est de la France avec une DSP, vous savez que vous avez quand même une structure qui vous donne des repères, et je pense que ça aide quand même à homogénéiser les comportements qui ont pu être quand même un peu différents, parce qu'il est vrai qu'on n'a pas vécu peut-être les choses de la même manière en fonction dans les clusters et ailleurs. Quand on était dans l'Oise ou quand on était dans l'Est de la France, c'est sûr que c'était beaucoup plus présent que sur la façade atlantique. Donc voilà, alors régie DSP comparaison, je pense que moi je crois que Stéphane parlait du transfert de risque, de la gestion de crise, c'est quand même ce qu'on attend des délégataires de services publics. Je veux dire, si les délégataires de services publics ne sont pas meilleurs dans la gestion de crise, à mon avis, il faut qu'ils changent de métier. C'est-à-dire que c'est dans notre ADN d'être bon là-dedans. C'est-à-dire que ce qu'on vend aux collectivités, c'est quand même la mutualisation des services. C'est de dire, moi, je ne vous mets pas un gars local pour aller faire telle tâche et telle tâche, un électromécanicien, un chimiste. Non, je vous donne un service qui repose sur des structures mutualisées. Et lorsqu'il y aura un problème, je suis capable de concentrer des structures et des moyens humains et techniques là où il y a un problème. Et ça, je crois que je l'ai vu par exemple sur l'acheminement des masques, ça a été très très bien géré par les entreprises de l'eau, qui ont eu un point de livraison en France et qui après ont dispatché très rapidement leurs masques dans leurs exploitations. Et au bout d'un moment, moi j'ai levé le doigt, j'ai dit à FP2E, il m'en faut pour reprendre le boulot, on m'en a trouvé tout de suite, alors qu'il n'y en avait pas beaucoup sur le marché. Mais le sujet des masques a été, mais ça, vous l'avez vu dans la presse, ça a été exactement ce qu'on a décrit dans la presse. C'est-à-dire des histoires rocambolesques de prise de commande en Asie, d'avions qui n'arrivaient pas, de camions ou de stocks qui ont été volés en Allemagne. Enfin, c'était vraiment, on a vécu une espèce de Far West là, un peu impressionnant pendant 15 jours, ce qui a tendu pas mal la situation, mais tout s'est naturellement très bien résolu. Merci. Alors, on a reçu une autre question. Et puis moi, j'avoue que j'ai ma petite question aussi pour toi, Tristan. Alors, je relaye d'abord la question qui a été posée sur le chat, qui concerne en fait les perspectives de reprise de l'activité de travaux, que ce soit sur les réseaux, sur les stations de traitement eau potable et assainissement. À quel horizon, en fait, tu penses que cette reprise de l'activité de travaux pourra se faire? Est-ce que ça se compte en mois? Est-ce que ça se compte en beaucoup de mois, en peu de mois? Et combien la question qui est posée, c'est combien de temps il faudrait, d'après toi, pour que le niveau des investissements revienne à son niveau d'avant-crise, en fait. Donc, ne serait-ce que pour retourner à ce niveau d'avant-crise, qui, on l'a bien compris, était déjà
pas suffisant pour renouveler correctement le patrimoine. Et alors moi, j'ajouterais un petit quelque chose, c'est de savoir, d'après toi, quel est aujourd'hui le facteur le plus prégnant? Est-ce que c'est cet entre-deux des élections municipales qui gèle un petit peu un certain nombre de projets, ou est-ce que c'est plutôt la crise économique qui s'annonce qui va remettre, je dirais, un coup en plus sur ce niveau d'investissement? Donc ça, c'est la première question. Et moi, j'avais une question qui était plus tournée, je dirais, vers l'aval du cycle de l'eau, c'est-à-dire vers les factures, en fait. Ouais. Et avec les problèmes socio-économiques qui s'annoncent, est-ce que, en tant qu'opérateur privé, vous êtes déjà sollicité, par exemple, par les autorités délégantes pour mettre en œuvre des facilités pour étaler dans le temps les factures, etc. Est-ce qu'il y a déjà des réflexions, j'imagine, à ce sujet? Donc, dans une sorte suivi de crise post-Covid. Alors, c'est deux questions très intéressantes. Merci Maria de l'avoir collectée et de l'avoir posée. Alors, sur les sujets de travaux, en fait, il y a deux types de travaux. D'abord, pour vous dire que quand on a notre stratégie, qu'on a expliqué au gouvernement, qu'on a expliqué aux collectivités, quand on a déclenché la crise et les cellules de crise dans les entreprises, a été de dire c'est une crise qui peut durer. D'ailleurs, on n'a pas été tellement démenti par l'histoire là-dessus. On a dit c'est une crise qui peut durer. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en réserve des équipes et on va en mettre d'autres sur le terrain et on va les faire tourner sans qu'elles ne se croisent jamais pour se dire que si ça dure, et finalement on voit, hein, enfin, nous donc on était en mars, enfin on imaginait que ça pouvait durer un mois et demi. Si ça dure un mois et demi, si jamais en plus il y a des contaminations plus fortes, là par contre il y a eu du personnel qui a été assez peu touché hein, par le Covid, est-ce que il faut qu'on puisse tenir? Alors quand on a fait ça, du coup, on a stoppé toutes les missions qui n'étaient pas immédiatement essentielles. Et parmi celles-là, il y a évidemment les travaux concessifs. Et c'est là où je dis il y a un peu deux types de travaux. Il y a les travaux qui sont faits directement par les opérateurs dans le cadre des contrats de concession, qui ont été stoppés et qui reprennent actuellement très largement partout. Donc là, on a retrouvé l'activité. Mais le grand, et c'est la majeure partie des travaux en France d'ailleurs, la grosse partie est quand même ceux qui sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique. Et là, tu l'as dit Maria, le sujet principal, d'abord c'est en effet les exécutifs locaux qui ne sont pas installés, donc ça va être compliqué. Deuxième élément, la crise va amener à être très prudent sur les investissements parce que, je parle là des élus locaux, parce qu'ils vont se dire vraiment je vais gérer au plus juste, etc. en attendant que ça passe, alors qu'on se prépare à une autre période de risque qui est celui de la sécheresse. L'année dernière, il y a eu pendant des mois des villages qui ont été alimentés en eau par des camions-citernes. Le Doubs était à sec, la Loire était très basse. Et aujourd'hui, il y a des cartos que je pourrais vous repasser, mais qui sont intéressantes, qui montrent qu'on a le même phénomène qui commence à se produire dans une traînée qui va du nord-est au centre de la France, Clermont-Ferrand, etc., où il y a des niveaux de sécheresse très importants. Et donc, nous, ce qu'on dit, on dit attention, il ne faut pas rajouter de la crise à la crise. Et aujourd'hui, ce coût de l'eau qui est on peut trouver que c'est toujours trop cher, mais enfin, quand on est à 0,4 centimes le litre d'eau ou 4 euros du mètre cube en France avec l'eau, l'assainissement, les investissements, les amortissements, etc., par rapport à ce que ça représente, et on l'a vécu là en évitant d'aller, j'espère, au supermarché acheter de l'eau en bouteille, par rapport à ce que ça représente, y compris pour l'économie, y compris pour le tourisme qu'on veut redévelopper, redéployer en France, c'est quand même un coût assez faible par rapport à toutes les externalités qu'on peut mesurer. Donc, je crois que le sujet va être vraiment cette relance des travaux. On a la chance d'avoir un Premier ministre, un ministre de l'écologie, des secrétaires d'État qui y croient beaucoup et qui poussent beaucoup à cette relance. Et c'est pour ça que nous, on a dit qu'il faut sanctuariser un certain nombre d'investissements pour aider. Il y avait déjà eu des mesures qui avaient été prises dans les assises de l'eau, qui étaient des prêts, par exemple, ce qu'on appelait les éco-prêts à très longue durée, très longue maturité par la Caisse des dépôts et consignations pour inciter les… Voilà. Nous, on a proposé ça. On a proposé, par exemple, que les agences de l'eau donnent des subventions bonifiées pendant un petit moment pour relancer la machine. En se disant, finalement, comme il y a de l'argent en caisse dans les agences,
il faut, et la situation est un peu hétérogène, hein, tout le monde ne roule pas sur l'or. Il y a des agences qui sont plus tendues que d'autres, mais il y en a où il y a de la réserve. Et ben à ce moment-là, mettons en place des subventions qui permettent à l'élu de vraiment aller devant son conseil municipal ou communautaire en disant maintenant, il faut que j'investisse pour les interconnexions d'eau parce que ça va être important pour que je puisse aller redévelopper l'économie sur mon territoire. Il y a en France des territoires, on peut citer la Bretagne, qui ont des besoins de plus en plus importants en eau. Globalement, les services publics d'eau, ils ont économisé presque 1 milliard de mètres cubes prélevés au cours des 15 dernières années. Il y en a eu à peu près 800 000 sur nos entreprises à nous. 800 millions, pardon. Mais il y a des territoires dynamiques, territoires littoraux, etc., qui ont besoin d'eau. Et le président de l'Office français de la biodiversité, qui s'appelle Thierry Burlot, et qui est le plus breton je dirais des hommes et des femmes de l'eau, il le rappelle souvent. Il dit moi, sur mon territoire, pour développer la Bretagne, j'ai besoin d'eau. Mon point crucial, c'est l'eau, et donc je veux redévelopper ça. Je veux développer la réutilisation des eaux usées. On a eu un bon signal avec la publication d'un règlement européen. Donc voilà, ça c'est important. Sur les aspects sociaux, alors déjà, pendant la crise, comme de toute façon, il y avait de la réglementation, mais on y a contribué à cette réglementation, on était vraiment étroitement associé à sa réaction. Il y avait un engagement et une obligation de ne pas de proposer des solutions de paiement très larges à toute entreprise de petite taille en difficulté. Donc ça a été fait. Je n'ai pas les chiffres, on va essayer de les consolider au niveau de la FP2E, mais le fait d'étaler des factures, c'était quelque chose qui était fait. On a évidemment des mesures un peu spéciales et on va regarder comment se comportent les impayés dans les mois qui viennent pour surveiller à ce qu'il n'y ait pas de flambée. Je le dis, moi je pense que la relance dont on a besoin, l'efficacité, le soutien social qu'on a besoin vis-à-vis de certaines populations nécessite aussi beaucoup d'efficacité de gestion. Voilà. Et donc il faut qu'on analyse les poches d'inefficacité de gestion. Il y en a une que tout le monde connaît, mais que personne n'ose vraiment retraiter, qui est celui de l'interdiction généralisée, par exemple, de l'interruption d'alimentation en eau. Alors que nous, on dit, c'est très simple, hein, on prend les plus démunis et au-delà des plus démunis, on prend un socle large de personnes qui peuvent avoir des difficultés de paiement et ceux-là, on sanctuarise complètement leur alimentation en eau, on évite de les exposer au moindre risque d'interruption, on leur donne des chèques eau, on leur donne des structures tarifaires sociales, voilà. Mais après, il y a des gens qui ont la capacité de payer et eux, il faut qu'ils payent. Et il faut qu'on redonne des moyens aux collectivités pour faire ça. Merci Tristan. Alors j'avais Andrea qui avait levé la main. Donc voilà, Andrea, donc vous avez la parole. Bonsoir. Alors, justement, je fais suite aux questions que vous avez posées où vous avez mentionné il y a sûrement une crise qui s'ajoute après la crise où tous les indicateurs montrent qu'il y aura sûrement une sécheresse à moyen terme. Et donc, j'aurais voulu parler avec vous de quelles conséquences planifiez-vous en termes des mariages contractuels, où vous mentionnez que effectivement, il va falloir ajouter des dispositifs, des mécanismes contractuels, des subventions pour certains acteurs. Donc, quelles conséquences pour les PPP? Je pense que, merci Andrea de la question. Alors, quand je parlais de subventions accrues, vous connaissez le système des agences de l'eau en France, qui est un système de mutualisation de finances pour aider, pour inciter à la mise en œuvre de la politique européenne de l'eau déclinée au plan français. Je pensais avant tout aux collectivités, mais ça peut s'appliquer aussi, vous avez raison, aux concessions. Nous, on pense qu'il va y avoir, et ça reprenait un peu la question de Stéphane, et je pense qu'on le voit, je pense que des opérateurs directement pourraient le dire, mais il y a un retour, il peut y avoir un retour de la concession au sens ancien du terme, en tout cas du fait d'avoir des financements au sein d'un contrat, de concevoir et de réaliser des ouvrages, parce qu'il y a des urgences qui vont se produire. Et ce que je peux vous dire, moi qui suis dans le métier depuis un certain temps, c'est que vraiment ces sujets-là, et c'est important que j'en témoigne auprès de vous, c'est que peut-être que nous, entreprises de l'eau, il y a un moment où on a dit oui, tout ça c'est fini, on réinvestit, etc., et qu'on a un peu anticipé le mouvement. Mais aujourd'hui, c'est très clair qu'il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune crispation de la part des collectivités
aucune crispation de la part des agences de l'eau, aucune crispation de la part de l'État à développer des PPP dans lesquels il y a une part de financement et il y a de la durée dans le domaine de l'eau, parce que tous les indicateurs je dirais, sont ouverts en termes d'outils de gouvernance et de transparence. Et donc, je prends une actualité qui est la mise en demeure de la France de se mettre en conformité sur la directive eaux résiduaires urbaines, c'est-à-dire le traitement des eaux usées. Et il y a, je crois, 269 collectivités, agglomérations qui sont, je dirais, dans le viseur de la Commission européenne. Et c'est la France qui est d'ailleurs dans le viseur de la Commission européenne. Nous, on dit, alors là, il y a un truc qui est génial, c'est que si on veut mettre une nouvelle étape de traitement dans la vieille station d'épuration, on fait une concession, un avenant concessif bien cadré. Hein. Je veux dire, on sait qu'il y a beaucoup de bureaux d'études qui sont très pros là-dedans et qui vont mettre toutes les garanties nécessaires pour les collectivités et les usagers. Mais avec ça, on est capable de réduire pratiquement de moitié la durée de livraison d'un ouvrage. Et donc, quand la Commission européenne reviendra, elle trouvera des ouvrages qui traitent correctement les eaux usées. Et c'est ce qu'on a fait dans un certain nombre de zones littorales déjà en France il y a 3-4 ans, où les concessions ont été utilisées pour ça, pour mettre en œuvre très rapidement des investissements. Donc, je crois qu'il y a un beau, il peut y avoir un beau regain d'intérêt de la concession. On va avoir de toute façon, je vais en parler aussi, des collègues des régies publiques qui vont être obligés d'augmenter encore leur niveau de performance. En France, vous savez, on a quand même un système assez génial, hein, qui est cette existence de ces deux modes de gestion, qui est une chance pour la performance du pays. Voilà. Après, s'ils se tournent vers nous, et je pense qu'il y en aura quand même un certain nombre, on sera ravis évidemment de faire ce qu'on fait depuis des années, c'est-à-dire de les aider. Et voilà. Et si certains d'entre vous ont envie de faire un métier absolument passionnant, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir taper à la porte des entreprises de l'eau. Alors, on a une question de Simon Porcher à qui je vais donner la parole. Merci Maria, mais merci Tristan, bonsoir. Bonsoir Simon. Merci pour ta présentation très claire et puis pour cette dernière idée très intéressante sur le changement de mode de contrat. On regardera les données avec Stéphane du coup pour essayer de voir si le Covid peut agir comme un choc extérieur qui peut entraîner des modifications de contrats dans l'eau. Moi, j'avais une question un peu plus générale parce que dans beaucoup de pays, en fait, on a mis en place des mesures de gratuité, tu vois, pour les factures d'eau ou d'électricité ou tout ce qui est lié en fait à l'énergie ou aux besoins primaires, notamment en Belgique, hein, donc pays frontalier, hein, c'est pas que dans les pays en développement. Et je voulais savoir si le gouvernement ou si vous avez consulté en fait sur ce genre de mesures, si vous-même vous étiez saisi de la possibilité de ces mesures. Alors Simon, tu parles, oui d'accord, donc de gratuité de la facture. Alors il y a quelques pays, tu as raison, je ne les ai pas tous en tête, hein, mais qui ont pris des mesures. J'ai vu passer des textes internationaux là-dessus, sur la gratuité. Il est vrai qu'en France, on est traditionnellement plutôt sur l'aide. Alors c'est vrai que là, ça aurait pu, je dirais, la crise Covid aurait pu emporter un mouvement allant jusqu'à la gratuité. Mais là, quand même, notre ADN, c'est quand même de dire aidons les plus démunis. Donc, nous, on a accueilli très favorablement l'idée, évidemment, de ne pas mettre en difficulté tout notre écosystème, notamment les entreprises et les personnes en difficulté. Vous savez qu'il y a une prise de conscience assez forte dans le domaine de l'eau. Beaucoup d'entre vous connaissent le sujet je dirais de la raison d'être des entreprises. Et ces entreprises, aujourd'hui, elles expriment assez fortement le fait qu'elles doivent avoir une vision un peu à 380 degrés de toutes les parties prenantes qui les environnent pour réussir à les satisfaire. Alors, il y a des discours, Faber chez Danone a à peu près les mêmes discours, Suez, Veolia, Lassor dit la même chose. Nos entreprises, on était quand même assez précurseurs sur le sujet. Hein. C'est-à-dire que je dirais que même au niveau du MEDEF, on a porté cette parole-là, qui était de dire qu'il faut qu'on vive avec notre écosystème et qu'on satisfasse pas seulement l'actionnaire, pas seulement le salarié, mais aussi l'État, les collectivités, évidemment, les usagers, les parties prenantes, le monde académique en lui donnant les éléments qu'il lui faut pour travailler, etc. Donc, je n'ai pas répondu très clairement à ta question, mais en tout cas, on a accueilli super favorablement. De toute façon, ça aurait été malvenu de le faire autrement, des mesures qui visaient à étaler des factures d'eau.
Je pense que les entreprises de l'eau, elles sont toutes très sensibilisées à ça, y compris pour les personnes individuelles. Et il faudra qu'on suive un peu dans le temps, notamment le déploiement des structures tarifaires sociales, le déploiement des chèques eau, ça peut être un élément, le déploiement aussi des FSL, qui avaient tendance, les fonds de solidarité logement étaient de moins en moins utilisés. Alors moi, j'espère qu'on va quand même aller puiser là-dedans pour aider des personnes qui sont momentanément en difficulté. Merci. Mais après, la gratuité de l'eau, c'est quand même un sujet délicat, je trouve, à mon avis, hein, parce qu'il y a aussi le sujet de l'économie d'eau. Et quand on fait de la gratuité des transports publics, ben, on incite les gens, ou de la quasi-gratuité, à aller dans les transports publics, et c'est une politique environnementale. Quand on fait de la gratuité d'eau, on a toujours un peu peur je dirais de nuire à la sobriété des usages. Merci. Il y a une autre question, Tristan, qui a été posée via le chat et qui rejoint un peu ce que tu évoquais tout à l'heure avec la façon dont les opérateurs ont géré les travaux, c'est-à-dire en ne faisant que ce qui était purement, on va dire, urgent et nécessaire, si j'ose dire. Du coup, est-ce que le fait de revoir le calendrier et le planning d'exécution des travaux compte tenu de la situation, est-ce que ça peut ou ça a déjà posé des problèmes contractuels par rapport aux engagements que les opérateurs avaient pris dans le cadre du contrat? Comment est-ce que ça a pu être géré, ce changement de calendrier, et ce changement de priorité pour les travaux d'un point de vue contractuel? Bon, je pense que l'idée générale, c'est quand même de se dire que quand on a vous savez que dans le cadre alors, il y a deux choses. Il y a les travaux un peu neufs, on dira, de nouveaux ouvrages, et puis il y a les travaux notamment de renouvellement d'infrastructures ou d'équipements. Quand on est dans Alors, la loi sur l'eau a un peu distingué ce qui était programmé de ce qui était lié à la garantie de bon fonctionnement. Alors, quand on est sur des éléments programmés, il a pu se produire qu'en effet, on prenne du retard dans des réalisations de travaux. Et j'imagine que l'idée des deux parties signataires du contrat, seront de regarder ça et de se dire, ça dépend un peu de là où on en est dans l'exécution du contrat, s'il reste beaucoup de temps ou pas. Mais évidemment, premier élément, de dire, bon, de toute façon, il faut que tout soit réalisé dans la durée du contrat, tout ce qui avait été prévu. Ce qui semble c'est pas honnêtement, on n'en a pas parlé avec les adhérents de la FP2, mais ce qui, moi, me semble absolument nécessaire, c'est-à-dire de dire, si on a encore 50 contrats, évidemment que les travaux qu'on avait prévus pendant la phase Covid, il faut qu'on les fasse au plus tôt et qu'on arrive au bout des 5 ans en ayant tout réalisé. Aller rechercher au-delà, à mon avis, c'est un peu le deuxième degré de l'intégrale. Voilà. Mais par contre, ça peut peut-être poser des problèmes, moi, j'imagine, sur des contrats qui arrivent à échéance dans pas longtemps. Nous, en tout cas, je réponds un peu à côté, mais on a dit aussi, en termes de charges administratives, on a demandé ça à la direction de l'eau et de la biodiversité, on demande ça aux agences de l'eau, de dire, quand même, il y a un moment où éviter de repousser complètement le tas de sable sur la fin 2020. On a le cas sur des sujets, par exemple, d'audit des agences de l'eau. Les agences de l'eau font des audits ou mandatent des auditeurs pour aller vérifier la bonne collecte et le bon reversement des redevances. On leur dit, attendez, vous ne précipitez pas quand même au 1er juin pour nous inonder d'audits, là, parce que nous, il faut quand même qu'on amorce aussi la reprise. Donc, voilà ce que je peux dire sur le sujet. Et après, on s'est calé sur des sujets plus opérationnels avec aussi la direction de l'eau et de la biodiversité, sur tout ce qui était, par exemple, autosurveillance des stations d'épuration. Pour dire, on ne va pas faire la même chose pendant la crise Covid parce qu'on n'allait pas envoyer des gars faire des prélèvements pour des mesures qui étaient environnementales, qui sont d'habitude indispensables, mais qui là le paraissaient moins. Et puis, on va réétaler dans le temps un certain nombre de mesures, notamment pour respecter les reportings européens qu'on fait au niveau de la protection de l'environnement. J'avais Andrea qui a levé la main. Donc, Andrea, je vous redonne la parole. Alors, vous avez parlé de la charge de travail contractuelle, donc du momentané décalage, mais dans tous les cas, tous les travaux engagés devront être compris au sein du contrat. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez eu des échos au niveau de pénalités déjà engagées par rapport chez certains opérateurs. Non, je ne pense pas.
Si j'étais élu, je ne le ferais pas. Hein. Je pense que c'est assez casse-gueule. Hein. C'est-à-dire que aller dire à des gens dont on a reconnu le professionnalisme, qui ont été salués par les ministres, par le Premier ministre, etc., pendant la crise Covid, de leur dire je vais vous mettre des pénalités parce que vous avez retardé les travaux, je pense que ce ne sera pas très populaire. Hein. Parce que ça paraît quand même un peu abusif. Donc, je crois qu'il y a surtout des recommandations. Alors, je ne les ai pas toutes en tête, c'est pour ça que je suis peut-être un peu abusif, mais il y a des recommandations de façon des associations d'élus, il y a des ordonnances qui décalent les choses. La FNCCR a écrit là-dessus, je crois. Évidemment qu'on ne va pas aller nous dire je vais vous mettre des pénalités parce que vous n'avez pas réalisé les travaux pendant le truc. C'est pas possible. Moi, si j'étais opérateur d'eau, je ne vais pas parler pour eux, mais si je l'étais, on me dit ça, je prends les clés, je suis ailleurs. Hein. Et je lui rends. Hein. Parce que c'est quand même pas correct. Je vois qu'il n'y a plus de questions dans la partie écrite et personne n'a levé la main. Donc, il me reste à te remercier. Je suis très content de ce séminaire. En fait, je trouve ça assez top de faire ça online, faire des webinaires. Alors, on avait 160 inscrits, à peu près entre 60 et 70 personnes de connectées pendant la présentation de Tristan. Donc, en fait, on a le même taux de déperdition que quand c'est en physique. La différence, c'est que d'habitude, il y a le champagne qui suit. Et là, je vais être tout seul pour le champagne, donc c'est un peu moins bien. Mais bon, on a quand même quelques avantages, hein, malgré tout. Je voulais tous vous remercier pour votre présence ce soir et puis vous indiquer aussi qu'on avait un prochain webinaire, donc la semaine prochaine, qui portera sur les modèles de gestion pour les centres aquatiques avec Stéphane Tertrais de l'UCPA et puis Grégory Berkovitch et Virginie Thévenot de GB2A qui seront là pour animer la réunion. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes intéressé et puis on le refera sûrement avec un Zoom, alors en format webinaire ou en format réunion, on verra. C'est pas très important. En tout cas, j'ai trouvé que c'était bien. C'est bien passé ce soir, malgré les problèmes techniques de départ et l'iPhone de Tristan. Bon, merci beaucoup. Merci encore de l'invitation. Du coup, je viendrai j'essaierai de venir à un prochain séminaire physique pour partager le champagne. En effet, très volontiers. Ça me fait toujours plaisir. Le prochain, c'est pas sûr. On n'a pas de date encore. Hein. Le prochain qui se réunira, on fait de manière physique. Merci à vous, en tout cas. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée à tous.